D'accord, je viens de voir, ouais. Ah oui, je m'attendais pas à ça. C'est juste une tondeuse. Ouais, c'est les risques du métier. Comment ça va, toi? Ça a l'air d'aller. L'euthanasie, ça se passe souvent en deux parties. Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans un nouvel épisode d'une journée avec. Aujourd'hui, je suis à Nantes et je vais rencontrer Mathilde, elle est vétérinaire et on va découvrir tout ça. Mais avant que la vidéo ne commence, je tiens à vous préciser qu'elle est sponsorisée par HelloWork. Vous les connaissez, mais je vais laisser le Ludovic de Paris vous en parler. HelloWork, c'est un site d'offres d'emploi. Je vous fais découvrir des métiers et il vous aide à en trouver. Il propose des centaines de milliers d'offres d'emploi à travers toute la France et sur tous les domaines. Vous cherchez un métier dans le bâtiment? Eh ben, il y en a plein. Dans l'automobile? Plein aussi. Comme vétérinaire, qui est le métier qu'on va découvrir dans cette vidéo, je vous rappelle, là encore, il y en a plein. Vous cherchez peut-être un poste de Scrum Master. Alors, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais là aussi, il y en a. Et il y en a beaucoup d'ailleurs. Donc, foncez, parce qu'apparemment, ça recrute. Bref, que vous cherchiez un CDI, un CDD, un stage ou une reconversion, vous trouverez l'offre qui vous correspond sur HelloWork. Et si c'est pas le cas, vous pouvez aussi laisser votre CV en ligne et ce sont les entreprises qui vous recontactent directement dès qu'une offre correspond à vos critères. Bref, si ça vous intéresse, rendez-vous sur le site d'HelloWork ou en cliquant sur le lien en description. Et en attendant, nous, on va passer une journée avec une vétérinaire. Bonjour! Bonjour. Enchanté, Ludovic. Elle, c'est Mathilde. Elle est vétérinaire dans le centre de Nantes au sein d'une clinique du groupe Argos. C'est un réseau de cliniques vétérinaires partout en France. Les journées de Mathilde sont rythmées par les opérations et les consultations. Le matin, on commence par des chirurgies et puis l'après-midi, on fait plus les consultations. On va donc castrer ce petit chat. Mais avant que l'opération ne commence, une propriétaire de chat suivie depuis longtemps par Mathilde est venue en urgence à la clinique pour abréger les souffrances de son chat grandement malade. Mathilde va devoir l'euthanasier. Si vous voulez éviter ce passage, allez directement à ce timecode. Donc depuis qu'on s'est vu, il a mangé un tout petit peu et ensuite plus rien du tout. L'euthanasie, ça se passe souvent en deux parties. La première partie où on endort l'animal, comme n'importe quelle anesthésie ou autre. Et la deuxième partie, on va faire une injection qui va arrêter l'activité cardiaque. Et donc le propriétaire choisit sur quelle partie il souhaite assister, tout. Aucune injection, mais l'entre-deux quand l'animal s'endort pour être auprès de lui. Je suis vraiment désolée. Est-ce que vous souhaitez récupérer son corps pour l'enterrer vous-même? Est-ce que vous souhaitez le faire incinérer de façon collective avec d'autres chiens et chats ou individuelle avec la possibilité de récupérer les cendres? Est-ce que vous souhaitez rester un petit moment toute seule avec lui avant que je fasse quoi que ce soit? Non, c'est tout bon? Clairement, ça fait vraiment partie du métier. De voir la souffrance des propriétaires et puis de devoir l'accompagner, c'est la partie difficile en tant que vétérinaire. Là, c'est tout à fait justifié. C'est un chat qu'on a réussi déjà à prolonger l'espérance de vie. Mais maintenant, en plus du cœur, il y a les reins qui fonctionnent mal. Et la propriétaire dit mais c'est pas une vie pour lui d'être hospitalisé régulièrement juste pour le requinquer suffisamment pour qu'il puisse rentrer. Donc c'est sa décision et c'est une décision que j'avais proposée dans les options. Je laisse toujours le propriétaire choisir ce qu'il souhaite pour son animal. Ok. Ça du coup ce sera le sac pour la crémation. Je le supporte assez bien en tant que personne parce que je sais que je le fais pour le bien de l'animal et je le fais pas oui, dans le juste but par, de me débarrasser, l'animal parce qu'il est très malade et que de toute façon il souffre. Exactement. Vous avez vu, il s'endort en douceur. Hein? Juste une petite piqûre. S'il a mangé ce matin, il se peut qu'il vomisse. Est-ce que vous souhaitez être présente pour la deuxième injection ou pas? Non. D'accord. Ah, c'est terminé. C'est fini, petit chat. Il faut être capable de supporter, d'effectuer cet acte. Enfin, il y a des personnes pour qui c'est trop dur. Oui, on peut pas être vétérinaire. Ils peuvent pas dire je veux bien faire tout le reste, mais pas ça. Globalement, c'est un petit peu délicat. Donc là, on va faire l'anesthésie du petit chat. Oui, qui lui va bien. Hein. Qui lui va très bien. Je tiens à préciser, lui, il est en très bonne santé, hein, vraiment. Hein. Pour le castrer, on prépare son anesthésique. Par contre, il faut pas se gourer de seringue. Hein.
Quand l'animal il est en forme, j'utilise un anesthésique classique, donc kétamine et médétomidine, qui va venir entraîner de la narcose, qui va l'endormir, qui va venir gérer la douleur. Il n'y aura plus aucun mouvement musculaire et il ne ressentira rien du tout. Okay. Et on pourra faire la chirurgie derrière. En plus de ça, je rajoute une injection spécifique antidouleur. Ça permet voilà, de gérer sa douleur pendant les 8 heures qui suivent. Après, ça doit différencier selon la taille des animaux. Tu ne mets pas la même dose, non? Exactement. Et on adapte au kilogramme près la quantité, la dose, parce que sinon, ça change tout. 1, 2, 3. Et voilà. Du coup, là, il va s'endormir. Il va s'endormir tout en douceur. Lui, il était très gentil, mais ça arrive parfois que tu aies des animaux un petit peu plus énervés, ou alors qui essaient de mordre, ou griffer. Il y a des chats sauvages parfois qu'on doit anesthésier. Il y en a, ils sont intouchables. On utilise une cage de contention. On a des gants de contention qui sont épais et rembourrés vraiment beaucoup pour limiter le risque de se blesser en cas de morsure-griffure. Et on garde aussi en priorité la sécurité du vétérinaire et de l'assistante vétérinaire. Tout à fait, oui. Oh, il s'est endormi, ça y est? Ah oui, ça a été rapide. Hein. Donc on leur met un petit gel pour venir hydrater. Les pupilles, parce qu'ils ne ferment pas les yeux du coup. Voilà, exactement. Hop, je vais juste aller le peser pour pouvoir adapter la dose d'antidouleur. Il est complètement shooté. 4,2 kg. Parce que là, le principe de la castration, c'est de retirer du coup les testicules au final. Exactement. Je vais lui faire une petite prise de sang. On vient vérifier son statut pour savoir s'il est porteur du virus du sida du chat ou de la leucose. On profite du fait qu'il est anesthésié pour faire cette prise de sang. C'est comme un test Covid, mais pour le sida du chat, quoi. Il est ficelé comme un jambon, là. En fait, c'est très pratique parce que ça permet qu'il tienne bien et ça vient mettre à disposition ses testicules. Ça là, squip, squip. Là, l'opération va commencer, donc pour les âmes sensibles, je vous conseille de skipper jusqu'à ce timecode. Bon, pour certains, il n'y aura pas grand-chose à voir dans cette vidéo. L'anesthésiant dure combien de temps? Parce que je suppose que c'est limité en plus dans le temps avant qu'il s'arrête. Ça peut varier, là, ce que j'ai mis, ça va varier entre 20 et 50 minutes. C'est rendez-vous de 10h30. Donc, si vous ne sentez pas bien à l'idée de voir ça, vous vous asseyez. Oui. Il n'y a pas que les qui tombent dans les poches. D'accord, je viens de voir. Ouais. Ah oui, je m'attendais pas à ça. Et là, ça consiste en quoi du coup? Juste, il faut tout enlever, la castration, je viens inciser le scrotum avec une lame de scalpel. Ensuite, je viens inciser la vaginale, qui est une autre petite couche de tissu qui vient enrober mon testicule. Et ensuite, ça me permet d'extérioriser le testicule. Et donc le testicule, il a 2 petits tuyaux qui partent. Il y a un tuyau, c'est tout ce qui est les vaisseaux efférents qui viennent l'irriguer. Et un autre tuyau qui est le conduit déférent, qui est celui qui va venir transporter les spermatozoïdes. Et donc, sur la castration du chat, ce qui est très bien, c'est qu'on peut se servir de ces 2 petits tuyaux pour faire des nœuds l'un avec l'autre. C'est un nœud, quoi. Il n'y a aucun corps étranger, il n'y a pas de fil. Ah, ça c'est bien, ça. Donc, en termes de réaction inflammatoire, le chat, ensuite, il a une très faible réaction inflammatoire puisque le corps, il n'a pas envie de se débarrasser du fil. Donc, il le tolère très bien. On dirait un litchi, ce truc. C'est très particulier. Mais oui, par contre, c'est génial. L'idée, c'est juste de faire un nœud comme un lacet, quoi. Exactement. Donc après, on a une technique de nœud. On fait des nœuds chirurgicaux pour que ça soit solide et qu'il n'y ait pas de risque. Parce que si les nœuds sont mal faits, il y a les vaisseaux et donc ça peut provoquer une hémorragie. Oui, c'est pas un nœud de 8 d'escalade, quoi. Vaut mieux pas. Et t'en fais beaucoup de ça, du coup? Des castrations, c'est tous les jours. Tous les jours. C'est horrible. À voir, hein, à voir. Après, effectivement, c'est important et tout ça. Hein. Attention. Hein. C'est la chirurgie la plus simple de toutes les chirurgies qu'on fait. Ah oui, il y a beaucoup de nœuds. Hein. Ça risque pas de... J'en fais 5 ou 6. Ah oui, oui. Et voilà. Il y a 2 testicules de chat.
Et question, mais après, qu'est-ce que vous en faites de ces testicules de chat? Ensuite, ils sont mis avec les déchets d'Asri et c'est pas mis dans la poubelle. Oui, classique, la poubelle du bureau, là. Non. Entre une feuille de papier et des testicules de chat. Voilà. Bon. Oui, tout à fait. Donc tout ce qui est Asri, c'est les poubelles jaunes. Voilà, qui spécifiques. Voilà, pour les contaminations, les déchets contaminants Exactement. et ce genre de choses. Ok. Hop. Eh ben, effectivement, avant-après, il n'y a plus rien. Donc on va le mettre à se réveiller avec une petite lampe chauffante, une petite couverture. Voilà, donc pour l'instant il est encore complètement endormi, hein, mais il respire bien, on dégage bien les voies aériennes. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne se refroidisse pas. On va partir avec la prochaine consultation. Alors, expliquez-moi. Il crache un peu, il tousse comme s'il veut tousser pour essayer d'éternuer. D'accord. Et il mange pas beaucoup, du coup, ouais, vraiment qu'il perd l'appétit. Il D'accord. m'a fait un coryza il y a 3 ans quand je l'ai récupéré, il sortait d'une asso. Concernant le coryza, c'est un peu comme les humains qui ont des problèmes d'herpès. C'est un virus qui, une fois que le chat l'a, il va être contaminé toute sa vie. Le virus va rester dormant. Il peut être réactivé dans certains cas. C'est l'hypothèse la plus probable, mais on va l'examiner. Oh, t'es mignon, toi. Ah oui, il adore les Oh là là. Là, il a les yeux qui coulent un petit peu plus que d'habitude. Il est nourri à volonté? Croquette à volonté, mais il se rationne très bien. Et pâté, je lui donne un demi-sachet par jour. D'accord. Donc là, on voit vraiment à l'auscultation, hein, au niveau des poumons, j'ai aucun souci. Mais ce qui est encombré, c'est les voies respiratoires supérieures. C'est vraiment... Et puis, voilà, vérifier ensuite qu'une fois qu'il va mieux, son poil, il revient... Oui. Et il a fait ça... Non, et ben en fait, non, on va quand même te mettre... on va le mettre sous antibiotiques, là. Ouais. Parce que j'avais pas vu ça, mais non, tu vas avoir les antibiotiques. Parce que je pense qu'il y a une petite surinfection quand même, là, même s'il n'y a pas de fièvre. Ok, je vais aller chercher son traitement, je reviens. Il y a finalement très peu de maladies non, qui sont transmissibles entre les chats, les chiens et les humains. Les zoonoses. Donc, parce qu'au final, le cause, tout ça, le sida du chat, ça on peut pas nous transmettre à nous. Heureusement, dans un sens. Mais au final, non, il y a quand même pas mal de zoonoses aussi. Donc les zoonoses, c'est les maladies qui sont transmissibles de l'animal à l'homme. Okay. Et donc ça, en tant que vétérinaire, ça fait partie de mon métier de veiller à ce que ça ne soit pas le cas. Parce que le but, c'est aussi de protéger l'humain. Bonjour. Alors, donc comment ça va aujourd'hui? Nickel. Nickel. Ouais. Tout est guéri? Oui, a priori, oui. Regardez, mais a priori, ça va beaucoup mieux. Ah bah oui. Ok. Alors, on va regarder les oreilles. C'est parfait. Donc, Happy, c'est un petit chien. Elle est mignonne, mais elle a plus beaucoup de dents. Mais quand elle veut, ça peut devenir un moins gentil chien. Donc, par précaution, on fait juste ça. Mais je peux pas trop le faire non plus, parce que sinon, ça vient coincer juste à l'endroit où je veux intervenir. Mais là, je peux pas intervenir. Oui. Oui, je sais que t'aimes pas. Non, je vais pas y arriver. Hein. Je vais le retirer. C'est juste exactement à l'endroit où j'ai besoin d'intervenir. Attention, juste à votre doigt. Enfin, je risque pas de vous faire mal. Hein. C'est juste une tondeuse. Ouais, c'est les risques du métier. Normalement, je fais attention, hein, mais elle a plus beaucoup de dents, donc. Voilà, je tiens un tout petit peu. Et je pense que dès qu'il va y avoir le bruit... Non, c'est pas possible. Donc, je pense qu'on va réussir à s'en débarrasser, mais potentiellement, il lui faudra 2 mois de traitement. Et en fait, il y a une pièce pour les chiens et une pièce pour les chats. Exactement. Comme ça, les chats, ils sont moins stressés avec les odeurs des chiens, etc. Donc depuis une semaine, il a plus d'appétit, c'est ça? La casquette du vétérinaire, elle est vraiment multiple. Oui. Je trouve que c'est un des avantages du métier de vétérinaire, c'est que moi, je ne m'ennuie pas parce que je ne fais jamais la même chose. Donc je vais faire les chirurgies, les consultations, les radiographies, les échographies, les prises de sang, les analyses sanguines, le soin aux animaux hospitalisés, rassurer les propriétaires, conseiller les propriétaires,
les vaccins. Donc je passe vraiment l'accompagnement en soins palliatifs quand il n'y a plus rien à faire. Ouais, soins de fin de vie, ce qu'on a vu là, ce matin. Voilà. L'euthanasie, etc. Et donc c'est large. C'est une vision globale et c'est pour ça que ce métier il me passionne toujours autant maintenant. Je veux être véto, je crois, depuis que j'ai 6 ans. Il y a beaucoup d'enfants qui rêvent voilà, d'être véto, c'est mon rêve de petite truc. fille, mais quand j'étais petite, je voulais le faire parce que les animaux ils étaient mignons, puis voilà. Mais ensuite, quand j'ai grandi, je suis restée sur la même idée, mais en étant très réaliste sur les côtés négatifs. Des testicules de chat. Exactement. Les côtés négatifs du métier me faisaient pas peur non plus. Et je pense qu'il n'y a aucun métier qui a que du positif. Et du coup, on fait avec. Il y a une grande différence entre les vétérinaires de ville et les vétérinaires de campagne. Je suppose. Alors la grosse différence, c'est que les vétérinaires de campagne, souvent, ils vont avoir des vaches, des chevaux, des moutons, etc. T'as peu de vaches qui passent le pas de la porte. Toi. Voilà, moi, c'est bon, j'en ai pas trop. À la limite, je vais avoir des lapins ou des rongeurs autres, mais ouais, non, ça c'est la grosse différence. J'ai choisi de soigner que des animaux de compagnie, donc chiens, chats et les nouveaux animaux de compagnie. La petite différence que je vais voir entre la ville et plus la campagne, il y a des maladies qui vont changer parce que à la campagne, on a beaucoup plus d'animaux qui ont accès à l'extérieur. Donc, on va avoir des chats qui vont se battre, on va avoir plein d'abcès. Statistiquement, j'ai quand même plus d'accidents de voiture à la campagne qu'en pleine ville. En pleine ville, par contre, à Nantes, je vais avoir des chats parachutistes. Donc, les chats, ils le font jamais exprès. Ils choisissent pas d'eux-mêmes de sauter, mais ils perdent leur équilibre, ils sont distraits par un oiseau ou autre. Et puis ils tombent. Ok, donc oui, c'est complètement deux mondes différents, vraiment sur à la fois les animaux, mais à la fois ce qu'ils ont comme pathologie ou comme chose comme ça, quoi. Voilà. Et voilà, il est réveillé. Comment ça va, toi? Ça a l'air d'aller. Et t'as jamais eu envie de soigner l'humain, toi, du coup? Toujours les animaux? Ouais. J'avoue que parfois je me dis les enfants et les bébés c'est assez sympa, mais je crois que je retrouve le côté un peu comme les animaux en disant que ça m'intéresserait. Et c'est rigolo parce que quand je discute avec des amis médecins, ils me disent mais moi j'aurais été incapable de soigner un animal. Et moi je leur ai dit mais moi j'aurais été incapable de soigner un humain. Chacun son et truc, il y a quand même énormément de similitudes dans l'anatomie. Je pense que je peux tout à fait castrer un humain pour le coup. Alors on va peut-être pas essayer aujourd'hui si ça te dérange pas. C'est une menace que je peux tenir si on m'embête de trop. Et en soi, il y a plus de similitudes entre un humain et un chien qu'entre un chien et une vache. Dans les films, tu sais, on voit souvent dans les films de mafieux et tout ça, là, au lieu d'aller à l'hôpital, ils se prennent une balle et au lieu d'aller à l'hôpital, ils vont chez le véto. Du coup, ce serait possible pour toi, ça, alors de finalement, tu vois... je pense qu'en soi, ça serait possible. J'espère que je ne vais pas avoir tous les mafieux qui vont se ramener à la clinique derrière. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, même en faisant des études vétérinaires, tu en arrives à finalement c'est des études aussi de médecine en général, même si c'est pas la médecine humaine, mais c'est de la médecine animale. Voilà, il y a des points communs. Voilà. Voilà. Elle respire toujours comme ça ou là c'est la petite rechute? Alors en fait elle a énormément de tartre. Voilà, elle est bien gênée au niveau respiratoire. Donc je recommande un détartrage et puis ensuite essayer d'entretenir. Soit vous êtes motivé pour lui brosser les dents, soit ensuite on peut donner des croquettes adaptées, voilà, spéciales qui vont avoir un petit effet brosse à dents entre guillemets. Le chat sphinx, il a des glandes il n'y a plus de poils, mais il y a encore la glande qui est censée fournir le sébum au poil. Donc ça donne des chats assez gras, voilà, et la tendance huileuse. Ouais, j'en avais caressé déjà, c'est vrai que c'est un peu huileux. C'est particulier. C'est très particulier. Soit on aime, soit on déteste, je pense. On a un manque important de vétérinaires au sein de la profession. Je pense qu'on fait partie des 10 professions qui ont le plus besoin de recruter, je crois, dans les dernières stats que j'ai vues.
Lancez-vous, faites des études de vétérinaire, il y a du boulot. Il y a du boulot, mais c'est vrai qu'il faut travailler dur pour avoir le concours. Les études ne sont pas forcément faciles, mais elles sont très intéressantes. Et puis c'est vrai qu'une fois qu'on a réussi le concours d'entrée, on est dedans. C'est combien d'années d'ailleurs? Donc actuellement, ça reste encore un bac plus 7. Ok. Alors, expliquez-moi quel est son souci. Récurrence de diarrhée. Et plus gros théoriquement souci, c'est l'évolution de ses dents. Ok, alors on le met sur la table. Ça va. Il y a une petite accumulation de débris alimentaires, un peu de plaques dentaires, etc. Et ça vient lui provoquer une réaction inflammatoire. C'est bien. Ce qui est fou, c'est que le vétérinaire, contrairement justement à la médecine un peu plus classique pour humains, c'est que le vétérinaire, il faut qu'il soit dentiste, il faut qu'il soit, du coup, qu'il fasse de la médecine généraliste sur les animaux, mais aussi qu'il soit gastérologue, qu'il soit... Enfin, il faut toutes les facettes, en fait. Le vétérinaire, il fait tout, dans la mesure de ses compétences, mais c'est le côté intéressant du véto. Polyvalent de tout, quoi. D'avoir la polyvalence du côté médecine et chirurgie, de vraiment dans tous les domaines. Oui. Et tu as plus de chiens ou de chats d'ailleurs? Tu trouves que les gens, en général, il y a plus de chiens ou de chats? Alors ici à Nantes, en ville, moi je dirais que j'ai quand même un petit peu plus de chats. Il y a eu aujourd'hui une castration en termes d'opération, mais sinon tu en fais évidemment d'autres. Il y a plein de choses, ça se fait plutôt là, c'est ça? Voilà, c'est un espèce donc de bloc. Il n'y a que les castrations de chats qu'on ne fait pas au bloc, parce qu'en termes de durée de chirurgie, de préparation, etc., ça reste assez court. Ah oui, donc, 5 minutes. Coup, voilà. Vraiment. Du coup, on reste en salle préparatoire, mais dès qu'on passe sur les chirurgies, tout ce qui est ovaryectomie de chat, de chienne et les castrations de chiens et toutes les autres chirurgies, peu importe ce que c'est, on passe dans la salle de chirurgie. Et donc, du coup, on a le matériel stérile, l'appareil d'anesthésie gazeuse, la surveillance de la respiration des animaux. Et moi, du coup, j'ai un masque, une charlotte, la blouse stérile, les gants stériles. Et on n'est pas équipé comme la chirurgie de tout à l'heure. Ok, oui, on est plus proche carrément d'un bloc opératoire classique, quoi. On est plus proche des chirurgies en humaine. Quels sont les animaux les plus originaux que tu aies pu avoir? J'ai vu un alpaga une fois. Pas à Nantes? Non, pas à Nantes. Okay. Un perroquet, je pense qu'il y a le rendez-vous qui arrive. Un perroquet, ok, ouais. Une amputation sur un chinchilla. C'est intéressant, c'est stimulant parce que c'est tout petit. Une paire de ciseaux, quoi, vraiment. Et tout poilu. C'est ce qu'il fallait, quoi. Et après, les nouveaux animaux de compagnie, moi, j'en ai pas, à part des lapins, j'en ai pas si souvent que ça. Oui, t'as pas les serpents, les iguanes, les trucs non, mais comme moi, ça, là. Par contre, les serpents, c'est pas pour moi. Ah, ça, tu pourrais pas? Non, merci. Okay. Les serpents, je les réfère aux spécialistes des serpents. Oui, j'ai ma limite dans ce que j'accepte. Je sais pas pourquoi. J'adore les animaux, mais les serpents... les migales, tout ça non plus? Non. Ouais, non, okay, non, hors de question. Parce qu'il y a des gens, ils ont comme ça des terrariums, des trucs... Ouais, et en plus, c'est vrai que c'est important d'avoir un suivi de leur animal aussi. Mais du coup, ils font parfois beaucoup de kilomètres pour trouver un spécialiste qui gère bien leur espèce. Hop, la couverture, mais pas sa tête. Voilà. Alors, donc qu'est-ce qui lui arrive à Ruby? Dans l'urine, elle avait des saignements. D'accord. Elle fait ses crottes. Ouais. Elle les remange derrière. Il faut savoir que c'est normal chez le lapin. Ok, d'accord, je trouvais ça bizarre aussi. Mais... Pour s'assurer que tout va bien, Mathilde va faire une échographie à la lapine. Mais les ondes échographiques, elles n'aiment pas les poils. On va prendre ça avec du gel. Voilà, attention, ça fait froid. Hop, là je suis sur mon petit rein gauche. La vessie elle est minuscule. Donc voilà pourquoi j'avais du mal à la trouver. Je vois clairement pas de calcul. Mathilde va ensuite lui faire passer une radio. Et du coup, quand j'appuie pas dessus, on voit une vessie un petit peu plus grosse.
Donc pour moi, voilà, c'est juste ce qu'on appelle de la porphyrinurie. Ça se trouve dans cette boule de foin qui était différente de d'habitude. Il y avait des végétaux qu'elle n'avait pas l'habitude de manger. Et du coup, ça a provoqué une petite coloration de ses urines, mais sans conséquence derrière. Mais ça fait souvent peur aux propriétaires la première fois. C'est un vaccin contre quoi, ça? Chez les lapins, on vaccine contre la myxomatose et la maladie hémorragique virale du lapin, qui sont deux maladies extrêmement contagieuses. Mais elle a été parfaite. C'est que c'est quand même beaucoup plus compliqué avec les animaux, je pense, parce que eux, ils peuvent pas répondre. Les animaux, ils peuvent pas dire j'ai mal là, ça me gratte ici, ça fait tant de temps que c'est compliqué aussi. Mais au final, les propriétaires, ils sont là pour remarquer les problèmes et les changements de comportement chez leur animal. Au moins, le chat et le chien, ils parlent pas, mais du coup, ils mentent pas. Même si parfois le propriétaire va un petit peu modifier la réalité à la place de l'animal en disant non, mais il ne mange pas depuis hier et en vrai, bon, c'était depuis déjà plusieurs jours ou des petites choses comme ça. Mais donc nous, on nous apprend, ça fait partie de nos études, avec les signes cliniques, nous à la palpation en fait, à compenser le fait que l'animal parle pas. Dans cette clinique, tu n'es pas toute seule. Il y a une équipe, c'est-à-dire que tu as quelqu'un avec toi. En équipe et le travail d'équipe quand on est vétérinaire, il est indispensable. Donc moi, je travaille au quotidien avec une ASV qui est là pour accueillir les clients à l'accueil, gérer toutes les commandes, l'entretien, m'aider sur la contention des animaux, m'aider sur les analyses, à les mettre en route, etc. À préparer l'animal pour les chirurgies. Enfin, elle met vraiment d'une grande aide au quotidien. Toi, tu n'es pas dans une clinique indépendante, tu fais partie d'un réseau, c'est le réseau Argos. Voilà, j'en profite parce que je te remercie aussi quand même d'avoir accepté que je puisse venir ici, te suivre, etc. C'est quoi l'avantage d'ailleurs, juste pourquoi pas être indépendante, pourquoi être dans une clinique d'un groupe Donc moi, c'est vrai que j'ai choisi de venir travailler ici pour moi, entre un groupe et une clinique indépendante, vraiment en tant que salarié, je vois très peu de différence. L'avantage pour moi, c'est qu'ils sont très motivés de façon générale pour tout ce qui est formation. Ils nous incitent vraiment à faire de la formation continue. Là, par rapport à la petite taille, c'est étonnamment bien équipé et j'ai quasiment tout sous la main pour bien faire mon travail. J'ai jamais eu à gérer tout ce qui est administratif, de gérer la paye des employés, etc. Tout ce qui est pas veto, ça reste pas mon domaine et j'ai pas besoin de m'en occuper. Ça, c'est quand même très pratique. Voilà. Quand quelqu'un veut se lancer là-dedans, qui fait les études, etc., qui a le diplôme, il devient veto, combien il peut espérer en entrée de poste, en tout cas? Quand on débute, qu'on est docteur vétérinaire, qu'on vient sortir de l'école, on est actuellement à environ 2500 € brut par mois. Et puis ensuite, on évolue au cours de la carrière et après, en restant salarié et en respectant la convention collective, on peut atteindre 4500 € brut par mois. Merci beaucoup de m'avoir accueilli ici, c'est très gentil. J'ai pu découvrir énormément de choses, en apprendre plus sur ce métier. Voilà, je ne savais pas que c'était qu'il y avait autant de choses en fait différentes et tout ça, donc c'est hyper intéressant. Merci beaucoup. Bah de rien, merci à toi d'être venu et de permettre aussi à d'autres, grâce à ta chaîne, de découvrir le métier de vétérinaire et un peu, en effet, la face cachée, les choses auxquelles on ne pense pas forcément. Donc j'espère avoir donné envie et à certains, peut-être une vocation qui se confirme ou qui se révèle à la vue de cet épisode. Et puis aux curieux qui souhaitaient juste savoir ce qui se passait dans le quotidien d'une journée véto, et bien comme ça ils auront pu le voir. Ben, merci encore. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important. Je tiens à remercier Mathilde, du coup, qui m'a accueilli dans sa clinique Argos. Argos également, le groupe qui a permis que je fasse cette vidéo. Et le sponsor de cette vidéo, HelloWork. Voilà, vous trouverez d'ailleurs le lien en description, je vous le rappelle. Moi, je vous donne rendez-vous un prochain dimanche, 10 h, pour une prochaine vidéo. Salut!